J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Allez Rec, c'est parti. On commence toujours par un petit clap. Ok. Hop, ça y est, c'est fait. Et écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors c'est quoi ton histoire ? Je suis avec Steven aujourd'hui. Salut Steven. Salut Durcia. Très content de te recevoir. Et on va pouvoir aller creuser un petit peu dans ton histoire aujourd'hui. Je suis très content d'être là Durcia et merci de m'avoir accueilli ici. C'est avec plaisir. Chaque vie est faite de détours, de choix parfois imposés et parfois assumés. Et certains chemins semblent droits, d'autres semblent un petit peu plus sinueux, d'autres brisés par des accidents, par des injustices ou même de la précarité. Mais derrière chaque épreuve, il y a une histoire, il y a une vérité, il y a une réalité qui mérite d'être racontée et qui mérite d'être peut-être entendue. Et c'est pourquoi j'ai voulu créer alors C'est quoi ton histoire ? Pour permettre à chaque personne de pouvoir venir ici et raconter sa vérité, sa réalité, son histoire. Et là, c'est à ton histoire qu'on va s'intéresser, Steven. Avant de commencer, on va s'intéresser à toi sous la forme d'un speedrun question pour permettre aux éditeurs de pouvoir un peu mieux te cerner dès le départ. Okay. Donc là, c'est des questions que je vais te poser et tu vas répondre le plus rapidement possible, ok ? En prenant quelques instants pour justifier ta réponse. D'accord. C'est good ? Ok, c'est good. C'est parti. Ton prénom ? Steven. Ton âge ? 33 ans bientôt. 33 ans bientôt. Est-ce que t'es plutôt thé ou café ? Café. Et pourquoi ? Alors, je suis les deux, la vérité, mais le café c'est trop important pour moi et le thé c'est plus pour la détente. Ok. T'es plutôt câblage propre ou tu vois câblage rapide ? Est-ce que tu veux faire les choses plutôt rapidement, quitte à te tromper, mais que ça aille vite ? Ou plutôt est-ce que tu préfères prendre beaucoup plus ton temps et sortir pondre un truc qui est plus ou moins parfait ? Plus ou moins parfait parce que j'ai un gros sens de l'esthétique. Câblage parfait. Alors t'es plutôt perfectionniste ou du coup plutôt dans la rapidité ? Plutôt perfectionniste. Ok. Travailler seul ou travailler en équipe ? Alors, travailler seul parce que j'en ai l'habitude, mais je suis très ouvert au travail en équipe. Nice. Le moment de la journée où tu te sens le plus vivant, selon toi, c'est quoi ? C'est à quel moment dans la journée où tu te sens le plus à l'aise, le plus vivant, le plus en forme ? Le soir, en général. Ah ouais ? En fin d'après-midi, ouais. À moi, c'est surtout pas le matin, en tout cas. Ah ouais. Et pouvoir réparer les choses ou plutôt comprendre les choses ? Plutôt comprendre les choses. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'aime comprendre, aller au bout des choses, en fait. Mais en général, la tâche ne me convient pas. Ok. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, quelqu'un de vivant ou de mort, tu choisirais qui ? Eminem. Ah ouais ? Ouais. Gros fan d'Eminem. Qu'est-ce que tu dirais à Eminem ? En fait, je parlerai de son histoire. Ouais. D'ailleurs, tu devrais l'inviter ici. Ouais, écoute, je vais le faire venir. Eminem, si tu nous entends. Elle est tellement motivante, son histoire, franchement, parce qu'elle est très atypique, en fait. Hein. Et j'adore les histoires atypiques. Et donc, du coup, franchement, je dirais Eminem. Ok, nice. Et si tu pouvais revivre un jour dans ton histoire, ça serait quel jour ? Le jour où j'ai eu mon permis. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ça ? Parce que j'étais tellement heureux. Ouais. J'étais très jeune, hein, donc du coup, à 18 ans, en fait, t'as rien connu dans la vie. Tu vois, donc, quand j'ai eu mon permis, en fait, c'était comme une libération pour moi. T'as fait permis conduite accompagnée ou c'était conduite classique Ah ouais. Conduite classique, conduite classique, j'ai tout eu du premier coup, en plus, j'étais choqué, tu vois. Ouais. Donc j'ai tout eu du premier coup et c'est ça en fait qui m'a rendu tellement heureux parce qu'autour de moi en fait tous mes potes ils rataient un peu leur permis et tout. Moi ça me faisait peur, tu vois. Ouais. Et donc du coup quand j'ai eu mon permis j'étais tellement heureux, je me sentais libre en fait parce que t'as la phase des 18 ans
Ouais. Mais après, tu as le permis, tu vois. Donc, quand tu as 18 ans, en fait, tu te sens un peu libre, tu te sens adulte et tout. Mais quand tu as le permis et que tu peux te déplacer comme tu veux, là, c'était la vie qui commençait, quoi, en fait. Hein. C'est un pas vers une certaine liberté, là, une liberté de mouvement, de se déplacer, etc. C'est ça, exactement. Mobilité, et en fait, ça a été toute cette année 2012, en fait, où j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis la même année, et j'ai eu mon CDI aussi la même année. Ouais. Donc, ça a été une année, en fait, qui m'a propulsé dans le monde adulte, en fait. Nice, magnifique. Là, avec ce speedrun question, les auditeurs, les spectateurs ont pu peut-être te cerner un petit peu. Okay. D'accord. Mais là, on va aller chercher un peu plus loin encore, un peu plus profond, à la source, ton histoire, Steven. Parce que on veut comprendre qui tu es aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait de toi celui que tu es aujourd'hui. Okay. Et donc, la question que j'ai pour toi, Steven, c'est alors, c'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire, Durcia, c'est l'histoire d'un ancien salarié, en fait, qui a toujours eu ce goût pour l'entrepreneuriat, même d'un jeune homme, en fait, depuis mon adolescence, en fait, j'ai toujours eu ce goût de l'entrepreneuriat parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père a toujours été dans la restauration avec ma mère. Et donc, du coup, en fait, j'ai toujours eu ce goût pour l'entrepreneuriat et j'ai toujours eu aussi cette passion, en fait. C'est devenu une passion, en fait. J'ai été salarié pendant longtemps. J'ai eu, de par mes études, en fait, j'ai été orienté vers une vie de salarié. Et en fait, pendant toutes ces années où j'ai été employé dans une grosse boîte française, j'avais toujours ce sentiment que j'étais pas à ma place, en fait. Et donc, même avant, dans mon adolescence et même dans ma vie de jeune adulte, même quand j'étais salarié employé dans une boîte, en fait, je cherchais en fait toujours à vendre des choses. Tu vois, j'achetais des choses que je revendais, etc. Donc, j'avais toujours cette fibre entrepreneuriale, en fait. Et jusqu'au jour où je me suis lancé, jusqu'au jour où j'ai eu quelques problèmes, en fait, dans ma boîte. Et ça m'a donné envie, en fait, de quitter la boîte, de quitter ce cercle, en fait, et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est mon histoire, c'est que voilà, c'est l'histoire d'un gars qui a toujours eu cette fibre entrepreneuriale et qui un jour s'est lancé et qui ne regrette vraiment pas du tout de s'être lancé, même si le chemin est dur, le chemin est sinueux, mais c'est un chemin tellement kiffant que voilà, aujourd'hui, j'en suis tellement heureux. Même s'il y a toujours des hauts et des bas, en fait, tout au long du chemin. Mais en fait, c'est tellement passionnant. Et en fait, ça nous sort de la routine. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste la routine. Et en fait, le fait, justement, d'avoir cette fibre entrepreneuriale et d'être employé dans une boîte, en fait, je me sentais pas à ma place parce que j'étais dans une routine. En fait, je faisais tout le temps la même chose. Ouais. Je voyais tout le temps les mêmes gens. Et j'avais envie de sortir de ça. Et voilà. Et c'est quoi le travail que tu faisais alors les travails, peut-être même, tu en as eu plusieurs, en tant qu'employé, en tant que salarié, qu'est-ce que tu faisais? Alors en fait, j'en ai eu qu'un seul parce que j'ai fait des études de chauffage, en fait, dans le chauffage et la climatisation. Et en fait, j'ai été, après mon bac, parce que j'ai fait un bac pro, en fait, en chauffage et climatisation, en maintenance, donc c'est du dépannage et de la maintenance, en fait. Et juste après mon bac, en fait, j'ai été embauché dans la boîte où j'étais en alternance. Donc, j'ai eu mon CDI à 19 ans. Et du coup, je me suis laissé entraîner dans cette société parce que j'étais confortable, en fait, finalement. Parce que c'est une grosse boîte, donc on a le CE, on a le 13e mois, on a tout ça, on a un bon salaire. On est bien traité, entre guillemets, tu vois, dans la société. Donc voilà, on avait pas mal d'avantages. Donc, si tu veux, pendant des années, j'ai été entraîné dans ce confort, en fait, jusqu'au jour où il y a des choses qui n'allaient pas trop ou qui allaient moins bien. Et c'est ça qui m'a poussé à me lancer, en fait. Et c'était quoi, toi, ton déclencheur, justement, ces choses qui allaient pas bien à ce moment-là? Ça a été quoi? C'est un déclencheur est venu de nulle part, comme ça, c'était quoi? Oui, tout à l'heure, dans ton intro, tu parlais d'accident. Ouais. C'est un mot qui m'a marqué parce que moi, j'ai fait un accident de voiture, en fait, au bout de quelques années, en fait. Ouais. Et c'est après cet accident, j'ai vu le traitement, en fait,
qu'on a eu à mon égard après cet accident. Mm. Et en fait, ça a déclenché quelque chose chez moi. En fait, ça a déclenché le fait que voilà, je dois être maître de mon destin en fait, et je dois pas me laisser entraîner par les autres. Et finalement, en fait, ça a été vraiment un élément déclencheur pendant ma carrière chez eux. Ah ouais. Mm. Et si aujourd'hui, étant donné la trajectoire qu'a pris ta vie entre salarié et puis aujourd'hui entrepreneur, on sent une presque métamorphose finalement de toi, de ton attitude, de ton mindset. Si tu devais décrire ton évolution en une métaphore, ça serait quoi selon toi? Si tu devais faire une métaphore, une image, donner une image de ton évolution, ça serait Ouais. quoi? Je dirais l'introspection. D'accord. L'introspection, en fait, depuis que j'ai quitté la boîte, en fait, je me suis lancé dans une introspection de moi-même, en fait. Et j'ai appris à me connaître moi-même, en fait, depuis que j'ai quitté la boîte. Parce que, en fait, si tu veux, lorsque j'étais employé, j'avais l'impression d'être dans une bulle. Dans une bulle. Et, en fait, j'étais entraîné vers un comportement, si tu veux. Et ce qui s'est passé, en fait, quand j'ai quitté ma boîte, en fait, j'ai rencontré tellement de gens, j'ai vu le monde, en fait, et je l'ai vu d'un regard différent. Et en fait, j'ai eu plein de problèmes qui me sont venus et tout, et je ne savais pas les gérer parce que, en fait, je ne savais pas gérer mes émotions, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment comprendre comment je suis, quelles sont mes réactions, quelles sont mes émotions, etc., c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à changer et que j'ai commencé à grandir, en fait, tu vois. Et en fait, c'est de là que c'est parti. Et c'est si tu veux, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas une métaphore, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à me connaître et de rentrer vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'on a besoin de vraiment se connaître très bien soi-même avant de pouvoir faire de grandes choses, tu vois. Et donc voilà, je dirais l'introspection. Et ce que tu as découvert chez toi en faisant cette introspection, c'était quoi cette différence? Parce que tu as parlé par exemple là du fait que tu devais apprendre à gérer tes émotions. Comment ça se manifestait avant ta non-gestion d'émotions? Et aujourd'hui maintenant, c'est quoi la différence? Mais en fait, tout simplement, j'en faisais abstraction. En fait, je ne les voyais pas, si tu veux. Je me cachais, en fait, derrière un masque, en fait, finalement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé ce masque, en fait, après cette introspection. Et je ressentais les choses beaucoup plus intensément, en fait, finalement. Et c'est là que j'ai vraiment compris qui j'étais et comment je réagissais et qui je dois être, tu vois. C'est là que j'ai vraiment vu, en fait, mon futur, tu vois. Mon potentiel, plutôt, je dirais. Et quand tu penses à ton premier jour de travail et à ton dernier jour de travail en tant que salarié, c'était quoi l'état d'esprit dans lequel tu étais, et pour le premier et pour le dernier? Alors, pour mon premier jour de travail, j'étais très heureux parce que j'avais un CDI et j'étais salarié, j'avais une voiture de fonction. On m'a traité comme un prince, en fait. Moi, pour moi, j'étais royal, en fait. Tout ce qu'on me donnait, je m'y attendais pas du tout. Donc, j'entrais dans le monde du travail. Donc, en fait, ma sensation, c'était... Je me sentais adulte, en fait. Voilà. Et lors de mon dernier jour de travail, ça a été une satisfaction aussi. Je pense que le sentiment, il est à peu près le même, en fait, finalement. Quand on commence à travailler, on pense que ça y est, on se lance dans la vie, en fait. Mais quand j'ai quitté mon travail et que c'était mon dernier jour, du coup, à ce moment-là, en fait, j'étais heureux. J'étais très heureux, en fait, de quitter la boîte et d'enfin me lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et en quittant, là, est-ce que... comment tu as vécu après? Parce que tu t'es lancé immédiatement après. Est-ce que tu as fait de l'argent tout de suite? Tu avais des fonds à toi? Ou comment tu faisais? Parce que quand tu avais ton travail avant, je ne sais pas si tu étais chez les parents et tu travaillais au tout début, parce que tu as commencé à travailler à 19 ans, c'est ça? C'est ça. Je ne sais pas c'était quoi le parcours. Est-ce que tu étais chez les parents, puis après tu as trouvé un chez toi, puis après, quand tu as quitté, comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, oui, j'étais chez mes parents. D'accord. Je vivais chez mes parents, en fait,
au moment où je partais de la boîte. Mais en fait, je suis parti de la boîte avec un petit billet, donc c'est le solde de tout compte en fait, de la boîte. Et en fait, avec cet argent-là, j'ai voyagé. Donc j'avais besoin de voyager, j'avais besoin de me ressourcer. Je suis parti 2 mois en Amérique. Donc j'ai fait l'Amérique latine, j'ai fait les États-Unis, la Californie en l'occurrence. Et en fait, ça m'a ressourcé, ça m'a donné envie en fait d'entreprendre encore plus parce que déjà j'ai vu les États-Unis et puis là-bas, tu vois, c'est quand tu te balades dans la rue en fait, tu te dis oh là, ici il y a trop de business, ici c'est le pays du business quoi, c'est incroyable. Et en fait, ça te donne encore plus d'envie et notamment pour ce que j'ai fait après en fait, du coup les États-Unis ça a été très important pour moi. Et en fait, donc j'étais chez mes parents. Et moi, j'étais en fait propriétaire d'une petite maison déjà depuis quelques années et j'avais mis en location. Et en fait, quand je suis rentré de mon voyage des États-Unis, en fait, pour moi, je pouvais plus retourner chez mes parents en fait. Ouais. Donc, mon locataire est parti et je me suis installé dans la maison. Donc, si tu veux, ça m'a propulsé en fait vers une autonomie complète en fait, tu vois, à ce moment-là. Parce que tu avais déjà un appartement, tu avais acheté un appartement, c'était quoi ? C'est ça, ouais, exactement. Donc j'avais acheté un appartement que je mettais en location en fait. D'accord. Et donc du coup, j'avais un locataire pendant plusieurs années. Et en fait, comme par hasard, cette année-là, c'était la fin de son bail. Et donc du coup, à la fin de son bail, je me suis installé quoi. Ouais, ça tombait bien. Exactement. Juste avant le Covid en plus, donc c'est parfait. Et comment tu as vécu alors pendant ce temps, pendant le lancement de ton projet, de l'envie qui te rongeait, l'envie entrepreneuriale que tu avais? Comment tu as vécu sans travail à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, du coup, quand je suis parti, en fait, j'ai eu du chômage. J'ai eu le Pôle emploi qui me payait mon chômage, en fait, tous les mois. Ouais. Donc, ça me permettait d'avoir un petit revenu, en fait. Donc, si tu veux, j'étais pas non plus très pressé de commencer ou de commencer à gagner de l'argent, en fait. Mais plutôt d'élaborer un projet tranquillement, en fait, tu vois. Donc, du coup, en fait, quand je suis rentré de voyage, de mon voyage aux États-Unis, j'avais envie de me lancer dans la restauration. Sauf que moi, je ne suis pas du tout cuistot. Je suis pas du tout cuistot. Je ne sais pas forcément cuisiner, voilà. Mais j'ai des parents qui sont issus de la restauration. D'accord. Tu vois, qui ont fait de la restauration toute leur vie. Une mère qui cuisine de par nos origines arméniennes, déjà de base. Ouais. Donc, qui cuisine très bien. Et en plus, on est de la restauration. Donc, j'ai proposé, en fait, à mon père de s'associer avec moi pour ouvrir un food truck. Parce que je voulais pas ouvrir un restaurant, en fait. Déjà parce que l'investissement était un petit peu trop gros et que je voulais pas forcément investir autant. Et en plus de ça, je revenais des États-Unis, notamment de la Californie, et à San Francisco, j'ai vu énormément de food trucks et ça m'a donné vraiment envie d'en ouvrir un. Et en plus de ça, j'aime la mobilité et j'aime pouvoir bouger un petit peu partout et aller chercher mon travail, tu vois. Même si au début, je connaissais pas trop le marché, en fait. Du coup, ça m'a... Vu que c'était en mai, ça m'a permis, en fait, d'arriver en pleine saison, tu vois. Donc, en mai, j'ai lancé mon food truck et j'ai commencé tout de suite avec la saison estivale. Et ça, c'est un gros avantage, en fait, quand tu commences en food truck pendant la saison estivale, si tu arrives à avoir quand même quelques événements, finalement, ça m'a quand même rapporté un petit peu d'argent. Tu vois. Donc, j'ai commencé à gagner de l'argent dès le début, mais je ne l'utilisais pas forcément, puisque de toute façon, j'avais mon chômage, tu vois, qui rentrait tous les mois. Donc voilà, bon, je ne gagnais pas des milliers et des cents, mais au moins, voilà, je ne perdais pas d'argent pendant les premiers mois, tu vois, ce qui est quand même rare dans un lancement d'entreprise, tu vois. Après, comme c'est de la restauration, forcément, tu vois, on a tous besoin de restauration. Et puis, le food truck, c'est très mobile. Donc, en fait, on peut bouger un petit peu partout, surtout en période estivale où on a énormément d'événements, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, tu vois. Donc, du coup, ça m'a permis de rentrer tout de suite dans le bain, tu vois. Ouais. Et du coup, en fin d'année, tu sais ce qui s'est passé. Fermer tout, aller tout le monde chez soi, tout le monde avec des masques. Et ouais, voilà, tout le monde avec des masques, interdit de bosser, interdit de sortir, voilà. Donc, on a dû passer par là. Et pour en revenir du coup à mon association avec mes parents, en fait, vu que eux sont issus de la restauration, moi quand j'ai proposé à mon père d'ouvrir un food truck, je lui propose en fait d'ouvrir le food truck
que lui et ma mère s'occupent de toute la partie cuisine, toute la partie restauration. Ouais. Donc, on partait sur de la sandwicherie. D'accord. Donc, que eux s'occupent de toute la partie cuisine et que moi, je m'occupe de toute l'autre partie gestion d'entreprise, tu vois. Et donc, du coup, on est parti comme ça et on a démarré comme ça. Ok. Ensuite, le Covid est arrivé, donc il y a eu voilà, tout ce qui s'est passé, il y a eu le confinement et tout. Et en fait, moi, pendant cette période-là, donc premier confinement, on ne pouvait plus du tout bosser. Et en fait, je me suis dit, moi, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat à ce moment-là, en fait. Tu vois, ça veut dire que j'ai encore faim, en fait. Bien sûr, tu vois, bien sûr. j'ai trop faim. Tu venais de prendre l'entrée, là. Bah ouais, exactement. Je viens de prendre l'entrée et là, on me stoppe comme ça. Donc, du coup, en fait, je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose, tu vois, pendant cette période-là. Et c'était un peu la période du dropshipping. Tu te rappelles, c'était grave la mode à ce moment-là, le dropshipping et tout. Et puis, moi, bon commerçant que je suis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas le e-commerce, tu vois. Donc, je me suis formé dans le marketing digital, je me suis formé dans la création de contenu, etc. D'accord. Et je me suis lancé dans le dropshipping pendant quelques mois. Ça n'a pas trop fonctionné pour moi, mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses pendant ces mois d'arrêt, en fait. Et tout ce que j'ai appris sur le marketing et tout ce que j'ai appris sur la création de contenu, etc., ensuite, je l'ai appliqué, finalement, à mon entreprise au retour du confinement, tu vois. Donc, dès qu'on est 2020, 2021, en fait, là, je redémarre tout de zéro. Je prends un nouveau camion. D'accord. Je prends un crédit, je prends un nouveau camion et là, je relance tout en fait. Et cette fois, je me spécialise dans le burger. Ok. Parce qu'avant, tu étais spécialisé dans tout ce qui était arménien, c'est ça? La nourriture arménienne, c'est ça? Alors, la viande était arménienne, tout okay. était les spécialités, la cuisine était arménienne, mais on était spécialisé dans la sandwicherie. Donc, c'est-à-dire la sandwicherie. on faisait des burgers, des panini, des tacos, un petit peu de tout ça, tu vois. Un petit peu de tout. Et en fait, à un moment, je me suis posé, j'ai regardé mes chiffres et j'ai vu qu'en fait, plus de 60% de mes ventes, c'était des burgers. Tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, il faudrait que je me spécialise dans le burger, que je fasse un food truck à thème, vraiment. Et à ce moment-là, du coup, parce qu'il y a un autre point que je n'ai pas cité, c'est que quand je me suis lancé, j'avais un petit budget et donc j'achète un camion assez ancien, en fait, tu vois. Assez ancien qui visuellement n'était pas très beau. Et donc, j'avais des événements qui me refusaient, j'avais des emplacements qui me refusaient, ou alors je voulais rentrer parfois dans des associations et on me refusait parce qu'il y a des associations de food truck. Et je voulais rentrer dans des associations et en fait, on me bloquait parfois et on me disait pas vraiment que ton camion n'est pas beau, mais moi, je le savais, en fait, tu vois. Je le savais. De faciès sur le camion. En fait, je le savais, mais malheureusement, avec mon budget, c'était tout ce que je pouvais faire, tu vois. Et puis même, après, mes amis proches me l'avaient dit aussi, tu vois. J'en avais conscience, si tu veux. Mais bon, j'avais commencé à travailler avec. Donc voilà, je me suis dit, je gagne un petit peu d'argent et après, j'investirai dans un nouveau camion. Sauf que du coup, on a eu le Covid, etc., ce qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et après le Covid, en fait, une fois que tout ça était passé, là, je suis allé en banque, j'ai pris un crédit et là, j'ai acheté un nouveau camion, voilà, beaucoup plus moderne, et j'ai beaucoup joué sur l'image en fait de mon camion plus que sur la communication de mon produit, tu vois. Donc vraiment l'image était très importante. Donc j'ai ouvert avec le nouveau camion en 2021 et c'est là que mon activité en fait a vraiment décollé parce que du coup je pouvais communiquer beaucoup plus efficacement. J'avais confiance en mon produit en fait et là ça a vraiment décollé. Et après, à l'été 2022, là, je me suis consacré vraiment aux événements. Vraiment, j'ai tout misé sur les événements. Et c'est depuis 2022, en fait, depuis 2021, mais depuis 2022, vraiment, mon chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter, quoi. Effectivement, quand je t'ai rencontré, là, il y a quelques mois, à Business et Bienveillance, sur ton TikTok, t'avais quelques centaines d'abonnés, t'avais 800 abonnés, un truc comme ça, et aujourd'hui, t'as dépassé les 10K. Effectivement, les formations et tout ce que t'as fait derrière t'ont énormément servi, et surtout, ça a fait de toi une machine
hyper efficace en communication. Exactement, en fait, c'est ça. Alors, hyper efficace en communication, j'irai peut-être pas jusque-là, puisque je sais que j'ai encore des lacunes, donc Bien j'apprends sûr. encore, tu vois. Aujourd'hui, mon TikTok est monté assez bien, mais si tu veux, je me suis aussi entraîné sur TikTok, parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appliqué aussi avec d'autres petites pages, en fait, tu vois, que je faisais des autres pages, tu vois, tu sais, des petites conneries TikTok, tu vois. Et c'est là que j'ai appris en fait comment marchait TikTok, comment fonctionnait l'algorithme de TikTok, etc. Donc en fait, j'ai ensuite appliqué ce que j'avais appris pendant tous ces mois en fait. Je les ai appliqués sur ma page TikTok pour mon food truck. Et là, j'ai réussi à le faire décoller. Et dans tout ce que tu racontes là, il y a une trajectoire qu'on voit, qu'on ressent. En tout cas, il y a plusieurs étapes dans ta vie comme ça. Déjà, tu quittes ton travail. Déjà, tu commences, tu avais un état d'esprit, tu quittes, tu as un autre état d'esprit, tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu veux lancer un truc et tu as un nouvel état d'esprit. Bam, Covid, puis nouvel état d'esprit, et puis après, tu repars pour essayer justement d'atteindre ton marché. Un nouveau marché, peut-être même de manière plus qualitative. Quels étaient justement ces états d'esprit dans lesquels tu étais? Qu'est-ce qui te passait par la tête? Comment t'étais toi à ce moment-là, au niveau du stress, de l'angoisse, de tous les questionnements qui te venaient à l'esprit pendant toute cette période-là? Alors franchement, j'ai pas ressenti de stress ou d'angoisse à cette période-là. Au contraire, en fait, je me suis dit, je vais me servir de cette période-là, en fait, pour pouvoir vraiment m'améliorer, pour pouvoir en apprendre davantage et revenir encore plus fort, en fait. Tu vois. C'est cet état d'esprit-là que j'avais. Parce que je me suis dit, en fait, peut-être que cette période, elle est bénéfique, en fait, finalement. Peut-être que j'avais besoin d'une pause, en fait, pour pouvoir repartir de plus belle, tu vois. Et au final, j'ai eu raison, parce que finalement, ma stratégie n'était plus du tout la même avant et après cette période, tu vois. Donc, du coup, en fait, moi, je dirais que c'est pas du tout du stress et tout, contrairement à certaines personnes qui auraient pu le vivre comme ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une opportunité, finalement. Ouais. Dans tout le parcours là jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il y a vraiment une injustice que je suis en train de subir là et tu veux faire quelque chose pour changer ça? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça qui t'ont marqué, d'injustice? Oui, bien sûr, il y en a eu plein des moments d'injustice en fait pendant que j'étais employé en fait dans cette boîte. Je vivais que de l'injustice en fait finalement, parce que comme je t'ai dit, il y avait cet accident de voiture en fait qui m'a un peu fait comprendre l'injustice en société, tu vois. Parce qu'en fait, la première chose à laquelle on a pensé quand j'ai fait cet accident de voiture, c'était pas ma santé, mais c'était le fait de me garder ou pas dans la boîte en fait. Tu vois. Et le fait juste qu'on se pose cette question-là, tu vois, en fait, je me suis dit, en fait, ils ne regardent même pas le travail que je fournis, ils regardent uniquement les chiffres de la voiture que j'ai cassée. Tu vois. Et en fait, vu que je leur fais perdre beaucoup d'argent à ce niveau-là, en fait, ils se posent la question, est-ce que ce gars-là, on le garde ou pas? Tu vois. Alors qu'au final, ils n'ont pas regardé le potentiel que j'aurais pu avoir pour eux dans leur boîte. Ils ont plus regardé au niveau des chiffres, ce que je leur fais gagner, ce que je leur fais perdre. Tu vois. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai vécu une injustice de dingue. Et ensuite, après, tout ce qui s'est passé après, en fait, je voyais que de l'injustice partout, en vrai. Et je la voyais mieux, en fait, l'injustice, si tu veux. C'est plutôt ça, c'est que je la voyais mieux. Avant, je la voyais pas parce que j'avais ce confort du salarié, en fait. J'avais ce confort du bon salaire. Bon, quand je dis bon salaire, pour mon âge, 2000 €, c'était très bien. Bien sûr. Tu vois. Donc, j'avais ce confort de gagner mes 2000 € par mois. Ensuite, je faisais des astreintes, donc je gonflais un peu mon salaire. J'avais les primes, etc., qui me gonflaient un peu mon salaire. On avait une bonne entente dans l'équipe, voilà. Donc, en fait, on faisait abstraction de tout ce qui se passe de mauvais, en fait, autour de nous. Même si on en parle des fois comme ça, mais en fait, au final, on en fait abstraction, tu vois. Et en fait, après ça, je voyais de l'injustice, en fait, partout. Je voyais lorsque je travaillais et qu'on ne voyait pas la valeur de mon travail, en fait, je la voyais tout de suite. Et quand on me parlait mal ou quand on réagissait mal, en fait, à ce que je dis, quand mes supérieurs, mes N+2 plutôt, tu vois, pas forcément moins N+1, mais mes N+2, +3, en fait, c'est là, en fait, que tu vois ce que eux recherchent, tu vois. Ils vont pas regarder la valeur de ton travail. Ils vont pas regarder l'humain non plus derrière toi, en fait, derrière l'employé.
ils vont juste regarder les chiffres. Et ça, pour moi, c'était tellement injuste que je pouvais pas, en fait, c'était impossible. Il faut que moi, je sois à leur place, en fait. Ouais. C'était ça que je me disais. Et Mm, moi, j'ai le potentiel pour être à leur place et même être au-dessus d'eux, en fait. mm. Donc, je vois pas pourquoi je resterais dans cette situation. Et quand tu es dedans, comment tu te sens à ce moment-là à subir ces injustices qu'on te parle mal, qu'on te regarde mal, qu'on critique ton travail à tort peut-être parfois. Comment tu te sens toi à ce moment-là? À ce moment-là, je me sens frustré. Ouais. Je me sens frustré parce qu'en fait, on catégorise en fait avec une situation. Par exemple, il va se passer un truc dans l'année, mais on regarde pas toute l'année. On regarde uniquement cette chose-là qui s'est passée en fait ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, en fait, on ne regarde pas toute la valeur de ton travail, mais on Ouais. regarde uniquement la connerie que tu as fait. Tu vois? Et on te juge là-dessus, en fait. Tu vois? Et ça, en fait, d'un côté, ça m'a appris des choses. Ça m'a appris quoi? Si demain, par exemple, je suis là, je devrais gérer, je sais pas, 4-5 employés, ben, je les traiterais d'une façon différente de laquelle on m'a traité. Tu vois? Et je pense que c'est ça que ça m'a appris aussi d'être passé par cette période-là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, enfin, demain plutôt, si je dois gérer 5 employés, ben, je les traiterai bien parce que je sais très bien que c'est dur de garder des employés. Et il faut bien les traiter, en fait. Il faut vraiment donner de la valeur à leur travail, tu vois. Et moi, on ne donnait pas de valeur à mon travail. Donc, lorsque je remplissais mes objectifs, ben, on me disait, ouais, OK. Ouais. Et lorsque je ne les remplissais pas, là, on me tapait sur les doigts. Tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est là, en fait, que je trouve que j'ai eu ce blocage, en fait. Ouais. Tu vois. C'est vrai que dans la vie, de manière générale, peut-être même autour de nous, sans forcément même aller jusqu'au patron, mais encore plus au niveau du travail, bah, on va pointer du doigt quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va l'ouvrir. Alors que quand quelque chose va, on ne le dit pas forcément. Quand quelqu'un fait les choses bien, on ne le dit pas forcément. Exactement, exactement. Et surtout, en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas allé, en fait. C'est pas juste, ah bah ça va pas, on te tape sur les doigts et on te dit la prochaine fois, il faut que tu fasses mieux. Non, il faut que en fait, le supérieur comprenne pourquoi ça n'allait pas. Totalement. Pourquoi? Parce que tu as une lacune sur ce sujet. Ok, on va aller la traiter, on va aller voir pourquoi ça va pas. Et la prochaine fois, en fait, si tu refais la même connerie, bah à ce moment-là, ok, je pourrais te taper sur les doigts parce que on a compris pourquoi ça n'allait pas, on a corrigé ce problème-là, et là, tu refais la même connerie. Donc là, à ce moment-là, ok, tu vois ce que je veux dire? Là, je vais accepter les critiques. Mais si on ne cherche pas à voir là où est le problème et qu'on te tape sur les doigts sans te donner d'explication ou quoi, tu vois, juste parce que tu n'as pas rempli des objectifs ou bien que tu n'as pas rempli le bon chiffre ou que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, en fait, tu n'as pas répondu aux attentes, tout simplement, sans chercher vraiment pourquoi et sans vraiment chercher si tu peux t'améliorer à ce niveau-là, bah, en fait, voilà, c'est tout simplement un mauvais management, des fois, tu vois. C'est du mauvais management. Mais attention, en 7 ans, j'ai quand même travaillé aussi avec des gens qui m'ont compris et qui m'ont aidé à m'améliorer, tu vois. Totalement. Et dans tout ce chemin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert chez toi, même tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, du fait que tu t'es redécouvert après, que voilà, tu as réalisé certaines choses, que le fait que tu voulais pas être ce genre de patron-là. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus encore, toute cette période de difficultés, d'obstacles? Je pense que j'ai appris à être persévérant et déterminé. J'ai pris le goût à l'apprentissage aussi, parce que voilà, j'ai énormément appris, en fait, et avant, si tu veux, je me bloquais par rapport à l'apprentissage. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un bac pro et j'ai eu un CDI direct. Parce que j'ai été orienté vers des études professionnelles, en fait, indirectement. Parce que tu as fait toutes tes études en France? J'ai fait toutes mes études. Je suis né en France, oui. D'accord. J'ai fait toutes mes études en France. Et du coup, en fait, après le collège, je suis allé directement sur un BEP et ensuite un bac pro qui m'a permis d'avoir un CDI. Voilà, bac pro en alternance, CDI. Je suis tout de suite rentré dans le monde du travail, en fait, à 19 ans, tu vois. J'ai fait qu'une seule boîte, mais j'ai tout de suite vu le monde du travail. Donc, j'ai appris directement sur le tas, sur le terrain, en fait.
Et en fait, depuis que j'ai quitté la boîte, en fait, depuis que je ne suis plus employé, j'ai dû apprendre, en fait, tu vois, j'ai dû apprendre par moi-même, en autodidacte, en fait, finalement. Donc, j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai regardé, enfin, j'ai appris énormément, en fait, sur mon métier, tu vois, comme je te disais, j'ai appris le marketing digital, en fait. Bon, bien sûr, j'ai pas fait de grandes études dans le marketing digital, tu vois, je vais pas non plus me vanter, mais j'ai appris l'essentiel. J'ai appris l'essentiel pour pouvoir l'appliquer à ma branche, en fait. Et en fait, j'ai appris aussi la détermination, la persévérance, parce que, en fait, quand tu es entrepreneur, tu te retrouves seul, en fait, parfois, quand tu as des problèmes. Tu vas te retrouver seul, il va falloir que tu trouves des solutions seul, et c'est là, en fait, que tu vas acquérir, en fait, de la détermination, de la persévérance, et avoir le goût de l'apprentissage. Moi, j'ai énormément lu. Avant, je lisais pas du tout, Durcer. Pas du tout. Moi, le seul truc que je lisais, c'était les articles de foot, tu vois. Tu vois, c'était la presse, en fait. C'est la presse et les réseaux sociaux. C'était la seule lecture que j'avais. Et en fait, depuis que j'ai quitté ma boîte et que je suis à mon compte, je lis énormément, énormément, et j'adore ça, en fait. J'adore ça. J'ai commencé par de la lecture sur le développement personnel, et après, c'est après que j'ai pris goût à la lecture, et je suis allé sur des romans et sur des autobiographies et tout, et franchement, j'ai vraiment pris goût à la lecture. D'accord. Magnifique. Magnifique chemin. Vivre dignement, c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu as des exemples, des événements ou des périodes dans lesquelles tu t'es senti justement dans la vie digne? Ok. Oui, alors, je vis le moment présent, en fait. En fait, quand j'étais dans une routine, je pense que je vivais pas vraiment le moment présent. Et en fait, je pense que, je sais pas si c'est vraiment là, enfin, je sais pas si c'est de la bonne réponse à ta question, mais en tout cas... Il n'y a pas de bonne réponse, de toute façon. Toutes les réponses sont bonnes, parce que l'idée, c'est vraiment essayer de comprendre l'esprit dans lequel tu étais, ce que tu as vécu, les choses compliquées, mais comment tu as aussi su rebondir dessus, qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir dessus. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ok, je comprends totalement. Bah, écoute, je vais en revenir à l'introspection, et en fait, ça m'a aidé à vivre le moment présent, à ressentir vraiment le moment, tu vois. Par exemple, quand j'étais salarié, je vivais pas vraiment le moment présent pour moi, parce que j'avais une routine, en fait, tu vois. J'avais une routine. Le matin, je pointais à 8h, voilà, je prenais mon café. Après, j'allais sur mes dépannages ou sur mes sites sur lesquels je bossais. À midi, je mangeais avec les collègues. Voilà, on avait une pause de telle heure à telle heure. Ensuite, on reprenait. Ensuite, on finissait à une heure précise. Ensuite, voilà, on rentrait tous à la maison, et le lendemain, rebelote. Donc, en fait, on avait une routine. Donc, en fait, c'était typiquement le truc métro, boulot, dodo, quoi. Exactement, métro, boulot, dodo. Et ça, en fait, ça nous permet pas de vivre le moment présent. Quand je me suis lancé, ou plutôt quand j'ai quitté ma boîte, en fait, chaque jour était différent. Chaque jour était différent. J'ai fait un voyage au Costa Rica qui m'a ressourcé. Je suis parti plusieurs semaines, 1 mois et 1 semaine, en fait, au Costa Rica. Et ça a été incroyable pour moi, parce que c'est là que j'ai vraiment senti la vie, en fait, tu vois. Parce que avant ça, j'avais fait déjà des voyages, mais sauf que quand tu pars en voyage avec tes salariés, tu pars 1 semaine, tu pars 2 semaines, tu vois. T'as pas le temps, en fait, de vraiment te ressourcer, finalement, tu vois. Donc, tu vas partir 1 semaine, tu vas faire la fête. Moi, j'étais jeune, donc je faisais la fête lors de tous mes voyages. Je pars 1 semaine, je fais la fête, je reviens, je suis plus fatigué que quand je suis parti. Et voilà, tu vois. Mais là, je suis parti sur un voyage où j'ai le temps, où j'ai pas forcément de date de retour, tu vois. Donc, je me laissais aller, et là, en fait, j'ai vraiment senti la vie, en fait, finalement, tu vois. À ce moment-là, j'ai ressenti le moment présent. Et je pense que ce voyage, j'en parle d'ailleurs à tous mes amis, j'en ai toujours parlé, et les gens le savent. Voilà, quand on parle du Costa Rica, on parle de Steven, j'y suis retourné après, donc tu vois. Et en fait, du coup, tu vois, ça m'a vraiment permis de vivre le moment présent. Et qu'est-ce que tu as découvert là-bas, excuse-moi, qui t'a autant transformé? En fait, c'est toute la nature, tout ce côté nature, tout ce côté randonnée, la découverte, énormément d'animaux, la faune et la flore. J'ai rencontré aussi des gens formidables. Et puis là-bas, en fait, il y a un truc qui s'appelle la pura vida.
D'accord. Et la Pura Vida, en fait, c'est inexplicable. C'est une énergie dans le pays, en fait. C'est incroyable. Là-bas, c'est vraiment la devise, en fait. C'est Pura Vida. Et les gens, pour te dire bonjour, ils te disent Pura Vida, tu vois. Ok. C'est un état d'esprit dans le pays, en fait. Tu vois, il n'y a que quand tu vas dans ce pays-là que tu comprends, en fait, c'est quoi la Pura Vida. C'est inexplicable, je t'assure. Et en fait, bah, vraiment, ça te met dans le moment présent, en fait. C'est complètement fou l'énergie qu'il y a dans ce pays. Et j'ai adoré ça. Et en fait, du coup, donc, lors de ce voyage au Costa Rica, juste après, je vais aux États-Unis. Tu vois, donc je suis de là-bas, je vais direct aux États-Unis, en Californie. Donc je suis dans un mood, en fait, je suis dans un super mood, en fait, quand je vais aux États-Unis. Donc même aux États-Unis, là, j'ai vécu le moment présent. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant quand tu as ce mindset, en fait, de vivre le moment présent, tu as des idées qui te viennent, tu as ton cerveau qui est en ébullition, en fait. Tu as ton cerveau qui est plein, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est là que tu réalises de grandes choses, en fait, tu vois. C'est vraiment là. Et en fait, du coup, quand j'étais aux États-Unis, là, j'étais seul, par contre, tu vois, parce qu'au Costa Rica, j'étais avec mon meilleur ami. Mais quand je suis allé en Californie, lui, il est rentré, en fait, parce qu'il avait son travail. Il est rentré et moi, je suis allé de là-bas en Californie, tu vois. Et là, je me suis retrouvé seul. Donc, en fait, là, j'étais seul avec moi-même. Et du coup, c'était la première fois que je voyageais seul, tu vois, à ce moment-là. Et là, en fait, j'avais mon cerveau en ébullition, j'avais des idées qui venaient de partout, et j'étais dans un mood, en fait, où je ne pensais pas à ma vie à Paris, en fait, tu vois. J'étais vraiment dans le moment présent, quoi. Ouais, t'avais totalement décroché, quoi. J'avais totalement décroché. Et je pense que justement, moi, je suis passionné de voyage. J'adore voyager. T'as vu, j'ai un food truck, j'aime la mobilité, j'aime bouger et tout, tu vois. Et d'ailleurs, t'as vu ce que j'ai fait là sur les réseaux. J'ai fait un tour de France des food trucks, tu vois. Incroyable. J'ai fait plus de 6000 km en voiture pour aller rencontrer des food truckers partout en France. Et moi, j'ai kiffé, en fait. J'ai kiffé pas juste le fait d'aller voir les food truckers, j'ai kiffé mon voyage parce que j'ai bougé, j'ai vu des décors différents, des climats différents. J'ai rencontré des gens avec des mindsets complètement différents, tu vois, et ça m'a énormément apporté. Moi, j'ai énormément besoin de ça. J'ai besoin de voir le monde, j'ai besoin de découvrir, en fait, tu vois. Et ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat et ça fait partie du goût du moment présent, tu vois. Et aujourd'hui, avec tout ce que tu vis, avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour avancer? Mon temps. Ouais. Mon temps, ouais. Je suis pas prêt à sacrifier mon temps parce que, en fait, le temps, il te permet de faire beaucoup de choses, tu vois. On dit des fois, le temps, c'est de l'argent. Parce que quand on est entrepreneur, on dit le temps, c'est de l'argent, ton temps, tu dois le monétiser, etc., etc., tu vois. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais par contre, je pense aussi qu'il faut se laisser du temps pour soi-même. Et en fait, pour vraiment se rendre compte, en fait, rester seul. Et en fait, ça fait partie aussi de l'introspection par laquelle je suis passé. Et en fait, le temps que tu consacres à autre chose, tu ne le consacres pas à toi. Tu vois. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, de se consacrer du temps à soi. Tu vois. Quand je voyage seul, par exemple, je me consacre du temps à moi. Quand je rencontre des gens, le temps passe et je suis avec des gens. Mais je passe aussi énormément de temps seul, tu vois. Donc, des fois, je vais être dans ma voiture et je vais rouler pendant 2-3 heures. Je vais mettre un petit son de Deep House, tu vois, où ça va tourner. Et en fait, je me retrouve seul avec moi-même. Donc, dans ma tête, ça tourne, tu vois, ça cogite. Et voilà, il y a plein de choses qui me passent par la tête, mais je vis mon moment présent avec moi, tu vois. C'est vrai que c'est hyper agréable. Moi aussi, j'adore ça. Mes proches, quand je suis en voiture, j'adore conduire tout seul. Là, c'est aussi le moment où tu as de la musique. Je mets la musique et tout. Et ça cogite en même temps que la musique et tout. Ça, c'est top. Et dans ta redécouverte, là, avec les voyages et les cultures, les rencontres que tu as pu faire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris de toi-même? Par quoi tu as été surpris où tu te disais, quelque chose que tu pensais sur toi-même qui était présent avant, mais aujourd'hui qui n'est pas forcément là, ou du moins qui a évolué, quelque chose qui t'a surpris émanant de toi-même? Je pense que j'ai beaucoup gagné en confiance
en confiance en moi. Parce que, en fait, quand je voyage et que je rencontre des gens que je ne connais pas, en fait, j'ai une vision différente de moi-même, tu vois. Parce que là, moi, pendant très longtemps, en fait, j'ai côtoyé des gens avec qui j'ai grandi, tu vois. Donc, en fait, ces gens-là, des fois, ils vont pas vraiment te dire si c'est bien, c'est pas bien, ou si ton comportement est bien, si ton comportement est pas bien, ou si, voilà. Mais en tout cas, quand je rencontre des gens que je ne connais pas et je vois qu'ils sont contents de m'avoir rencontré, tu vois, moi, je partage le même sentiment, mais en fait, ça me donne encore plus confiance en moi et en fait, ça me booste et ça me fait comprendre, en fait, que je suis quelqu'un de super, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, je pense, c'est de la confiance en moi. C'est que moi, j'ai toujours eu cette croyance, en fait, que j'ai été peut-être parfois gênant ou parfois, tu sais, quand tu m'invites sur ce podcast, pour moi, mon histoire, elle est pas ouf, en fait, hein. Elle est pas terrible, tu vois. J'ai peut-être parfois de mauvais jugements sur moi, tu vois. Mais quand je vois, en fait, les nouvelles personnes que je rencontre et qui me disent, en fait, qui me disent comment ils me voient, tu vois, en fait, ça me fait hyper plaisir. Et en fait, ça me fait rendre compte, en fait, de qui je suis, en fait, tu vois, de quelle image je dégage, en fait, tu vois. Parce que moi, je suis complètement naturel, tu vois, avec tout le monde. Et je suis pareil, en fait, avec mes amis d'enfance. Mais en fait, avec eux, je suis tellement naturel que je me rends même pas compte, en fait, tu vois, de qui je suis, de qui je suis devenu. Parce que peut-être que même eux, en fait, ne comprennent pas, en fait, tu vois, parfois dans quel mindset je suis ou qu'est-ce que je dégage, en fait, parce qu'ils me connaissent tellement bien que pour eux, en fait, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, voilà, c'est ça que je retiens de toutes les rencontres que j'ai faites depuis peut-être 2-3 ans, tu vois. Et surtout cette année, en fait, où je me suis beaucoup ouvert sur les réseaux, t'as vu, parce que moi avant j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, hein, je mettais pas du tout ma tête sur les réseaux, au contraire, genre j'étais vraiment bloqué à ce niveau-là, tu vois. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que j'en avais déjà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2025, voilà, c'est normal. Et en plus de ça, je me suis dit, en fait, j'en ai besoin pour ma marque aussi, tu vois. J'ai besoin de me montrer, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire découvrir, en fait, ma life aux gens et surtout mon mindset, en fait, aux gens, tu vois. Et ça, en fait, ça engrange de la confiance en moi encore plus forte. Et en fait, ça me rend inarrêtable maintenant, en fait, tu vois. Là, ça me rend complètement inarrêtable. Je sais que je suis qu'au début de mon parcours entrepreneurial. J'ai encore plein de choses à faire, tu vois. J'ai encore énormément d'idées, que ce soit dans la restauration ou pas, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai que 33 ans, en fait, tu vois. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ça fait seulement 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai énormément d'idées pour le futur, quoi. C'est vrai que on a parfois du mal à voir la réalité de comment nous, on est et on essaye, parfois à tort. Il y en a certains qui vont se regarder qu'à travers le regard des gens. Et là, ils vont dire « Ah ouais, mais je suis critiqué là, donc je suis comme ça. Ah alors, les gens, ils pensent ça de moi, donc je suis comme ça. » Et dans ces cas-là, parfois, c'est très néfaste parce que les gens ne te voient pas forcément tel que tu es, ou du moins, parfois, ils le voient, mais comme ils te jalousent, ils vont dire l'inverse de ce que eux, ils aperçoivent. Donc, le fait de trop se regarder vivre au travers du regard des gens, dans certains cas, c'est néfaste, mais là, pour le coup, pour toi, dans ton cas, toi, c'était hyper bon parce que au final, ça te permettait de valoriser qui tu étais, les valeurs que tu avais, la manière que tu avais de vivre et la manière que tu avais d'interagir avec les gens. Et ça te permet justement de réaliser à quel point tu es quelqu'un de bien, à quel point tu es sur la bonne voie pour arriver là où tu as envie d'être. Exactement, c'est ça. Et puis en plus, si tu veux, avant tout ça, en fait, on ne me disait pas vraiment les choses. Si tu veux, les gens autour de moi, en fait, ne me disaient pas vraiment les choses. Et c'est les personnes que j'ai rencontrées ces dernières années qui m'ont connu après, en fait, qui me disaient vraiment les choses, tu vois. Et moi aussi, je donnais une trop grande importance à mes échecs, tu vois. Ouais. Et j'avais l'habitude de me plaindre de mes échecs, en fait, tu vois. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont dit, mais
tu me parles de tes échecs, là, t'es énervé sur tes échecs, t'es en colère pour tes échecs, mais regarde aussi tes réussites et regarde aussi tout ce que tu as réussi, en fait. Parce que les gens forcément, les gens les plus proches de toi, ils vont pas forcément te dire ça, mais les gens que tu as connus après, en fait, ils vont te le dire parce que eux, tu leur as beaucoup parlé de tes réussites, en fait, tu vois. Les autres, ils l'ont juste vu, tu vois. Les autres personnes de ton entourage, ils ont juste vu, tu vois. Et alors que les autres, tu leur as raconté, tu vois. Et quand tu le racontes, c'est quand même différent. Surtout la façon dans laquelle tu le racontes, tu vois. T'as l'impression, en fait, que ta réussite est amplifiée quand tu la racontes, tu vois. Et alors que quand les gens voient seulement ta réussite, en fait, ils s'en font leur propre jugement juste en la voyant. En fait. Parce que je pense que ce qui se passe pour certains, c'est ils voient le résultat et ils voient pas forcément tout le travail qu'il y avait derrière pour arriver à cette réussite-là, à cette victoire-là. Donc finalement, quand ils vont voir la victoire, ils vont voir que c'est une victoire, mais ils voient pas forcément tout le travail, tout l'acharnement, tous les sacrifices peut-être, quelque part, les compromis que tu as dû faire pour en arriver là. Alors que quand tu racontes, en général, tu vas raconter une histoire, tu vas faire du storytelling pour arriver à ce résultat. Et c'est ça qui donne cette dimension de peut-être de meilleure compréhension de « Ah ouais, du coup, il est passé par là pour pouvoir arriver là. » Exactement, c'est ça. C'est ça. Et puis surtout que, en fait, tout va dépendre aussi de ton entourage. Mais quand, par exemple, dans mon entourage, il n'y avait pas énormément d'entrepreneurs, tu vois. Il n'y en avait même quasiment pas, en fait. Donc, ils ne peuvent pas avoir cette vision de faire des compromis et tout, tu vois. Donc, c'est là aussi que je comprends comment ils réfléchissent par rapport aux réussites et aux échecs, tu vois. Nous, on sait, en tant qu'entrepreneur, on sait le chemin par lequel on est passé. Et quand on parle de cette histoire-là à un autre entrepreneur, on sait qu'on se comprend tout de suite, en fait. On sait que la personne, l'interlocuteur, comprend, en fait, par où on est passé, que ce soit des réussites ou des échecs. Mais quand on parle avec quelqu'un qui a toujours été employé, qui n'a jamais sauté le pas et qui n'a jamais eu une vision entrepreneuriale de la vie, en fait, malheureusement, ils ne peuvent pas comprendre notre mindset, tu vois. Ça, c'est et je leur en veux pas du tout pour ça, aux gens. C'est pas du tout ça que je dis, parce que au final, c'est simplement leur vision de la vie qui n'est pas assez élargie, tu vois. Et en fait, moi, ça m'est beaucoup arrivé de parler à des gens d'un même sujet, à quelqu'un qui est salarié dans sa boîte, qui a toujours travaillé pour un patron, et à quelqu'un qui est entrepreneur. Tu racontes exactement la même histoire, les deux, ils comprennent pas la même chose. Tu vois, ils comprennent vraiment pas la même chose. Tu vois, l'émotion n'est pas la même, en fait. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi ta relation avec l'échec et avec la réussite ou avec les victoires que tu as? Alors aujourd'hui, ma relation avec l'échec, elle est très bonne. Aujourd'hui, les échecs, tu vois, tout ce qui se passe de mauvais, en fait, dans ma vie, je les prends bien. En fait, je me dis que de toute façon, il faut que je passe par là. Et moi, je vais te dire la vérité, j'ai pas énormément connu l'échec, en fait, pendant ma vie, en fait, tu vois. J'ai pas énormément connu l'échec. J'ai eu mon bac du premier coup, mon permis, je l'ai eu du premier coup. J'ai eu mon CDI tout de suite. J'ai eu BEP, etc. Tu vois, tous mes diplômes et tout, je les ai eu du premier coup. J'ai l'impression d'avoir eu un peu de chance parfois parce que je travaillais pas. Je te dis la vérité, j'ai même pas révisé quand je suis allé au bac, tu vois. Bon, c'était un bac pro, tu vois, c'était pas non plus. Voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir eu quand même assez de la chance, en fait, tu vois, dans mon parcours. Et en fait, les derniers échecs que j'ai eus lors de ces 2-3 dernières années, en fait, ils m'ont touché. Ils m'ont touché, tu vois. Mais heureusement, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont motivé, qui m'ont reboosté, en fait, tu vois. Et je pense que si j'avais pas eu les relations que j'ai eues sur ces 3 dernières années, je pense que voilà, j'aurais pas vécu ces échecs de la même manière. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'échec, ça fait partie du parcours, en fait, tu vois. Et donc, quand j'ai un échec aujourd'hui, je le prends beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, je me relève tout de suite. Tu vois, je me relève tout de suite et j'en fais juste une péripétie. Je me dis, voilà, c'est une péripétie de la vie, en fait. Je passe par là, mais en fait, maintenant, j'ai acquis une compétence, c'est problème-solution.
Mm. C'est tout de suite, en fait. Maintenant, dans ma tête, c'est dès que j'ai un problème, la solution, il faut qu'elle arrive tout de suite. Et elle arrive tout de suite, en fait, dans mon cerveau. Aujourd'hui, c'est dès que j'ai un problème, je trouve la solution, tu vois. Et en fait, l'échec, je le considère comme un problème. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je subis un échec, en fait, je le considère comme un problème. Donc, il faut trouver une solution. Et la solution, en fait, c'est de se relever tout de suite. Il faut se relever et repartir de plus belle. Parce que si, en fait, on reste à terre lors d'un échec, on va pas pouvoir se relever tout de suite. Et si on attend trop avant de se relever, là, c'est là qu'on tombe dans une routine, c'est là qu'on tombe dans une dépression, etc., etc. Et là, en fait, malheureusement, on peut ne jamais se relever d'un échec. Tu vois, moi, j'ai eu des gens autour de moi, quand je leur disais, là, je suis en galère financièrement et tout, il y a ça qui va pas, et mon entreprise, elle est sur le déclin et tout, voilà. Ou par exemple, j'ai des amis qui vont me dire on sort au restaurant, je vais leur dire non, écoute, moi ce soir je vais pas pouvoir sortir et tout, tu vois. Et en fait, quand j'ai eu une période, en fait, de galère financière, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai eu des gens autour de moi qui me disaient mais Steven, pourquoi tu reprends pas un taf là pour te sortir de la galère, et après tu reprends ton business, tu vois. Et je lui dis non, mais t'as pas compris mon mindset, en fait. T'as pas compris, en fait. Moi, je vais pas aller retravailler pour un patron juste pour avoir un salaire, pour sortir de mes galères. Mais en fait, je m'en sortirai jamais de la galère. Alors, ok, je vais toucher 2000 €. Ouais, je vais pouvoir payer mes factures, etc. Mais pour moi, en fait, à partir du moment où tu travailles pour un patron et que tu ramènes un salaire, c'est pour payer tes factures, en fait, tu vois. Donc, tu vas jamais devenir riche, en fait, comme ça, tu vois. Mais moi, mon mindset, c'est pas de devenir riche tout de suite. Moi, mon mindset, c'est de réussir une entreprise, et pour moi, l'argent vient avec la réussite, tu vois. Là, je suis sur un échec, en fait. Donc, pourquoi tu me conseilles d'aller retrouver un patron? Tu vois ce que je veux dire? C'est illogique, en fait, par rapport à mon mindset, tu vois. Donc, du coup, non, je veux pas retourner travailler pour un patron juste pour me sortir de la galère. Non, je dois trouver une solution à cette galère pour pouvoir repartir, en fait, tu vois. C'est ça mon mindset, c'est ça le mindset d'un entrepreneur. C'est pas au moindre échec, en fait, on trouve la solution facile. Aller travailler vite fait, quelques mois, se remettre en selle financièrement et après repartir. Non, c'est ton entreprise qui doit te remettre en selle, en fait, tu vois. Et là, si tu réussis ça, si tu réussis à faire remonter ta boîte pour te sortir des sous, mais alors là, justement, pour moi, tu deviens inarrêtable, en fait, parce que tu apprends de tes échecs à ce moment-là, tu vois. Et c'est ça, c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. Là, tu parles pas mal de réussite. Comment tu définis, toi, pour toi, la réussite? Parce que tout à l'heure, tu as dit l'argent vient avec la réussite. Et je me demandais, et vu que tu en as parlé pas mal de la réussite, comment tu définis, toi, la réussite? Pour moi, la réussite, c'est le moment où, en fait, tu sais que ta boîte tourne assez suffisamment, assez bien, pour pouvoir, en fait, la faire évoluer. Donc, la faire évoluer, par exemple, déléguer certaines tâches et ensuite te dégager des bénéfices. Donc là, à ce moment-là, en fait, tu as réussi, pour moi, à gérer ta boîte pour qu'elle te fasse gagner de l'argent à toi, tu vois. Donc, si je réussis à faire tourner ma boîte assez suffisamment bien, en fait, pour pouvoir déléguer des tâches et me dégager du bénéfice pour moi, en fait, cette boîte qui tourne assez bien, j'ai réussi à faire tourner cette boîte-là. Mais je définis pas la réussite comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je peux me dégager de l'argent. Donc, du coup, l'argent qui sort de la société m'appartient. Maintenant, la réussite, pour moi, c'est un grand mot. Aujourd'hui, moi, je l'ai connu, oui, et je l'ai aussi laissé filer, tu vois. Par exemple, la boîte, aujourd'hui, elle a 6 ans d'existence. En 6 ans, il y a eu des hauts et des bas, tu vois. J'ai réussi des choses la première année. Ensuite, la troisième année, c'est redescendu. Ensuite, la quatrième année, c'est remonté, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à trouver un process qui me fait tourner ma boîte sereinement. Mais j'ai toujours envie de la faire évoluer. Donc, pour moi, la réussite, en fait, elle peut se trouver tout au long de la vie de la boîte, en fait, tu vois. Et donc,
tout à l'heure, j'ai associé donc la réussite à l'argent. Pour moi, demain, si je deviens riche, c'est que j'aurais réussi à faire monter une boîte qui m'aura permis d'être riche, en fait, d'avoir gagné beaucoup d'argent, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'associe l'argent, en fait, à la réussite. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est pas de me dégager un salaire de ma société. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est de réussir dans ma mission entrepreneuriale, en fait, tu vois. C'est une mission personnelle, en fait, hein, finalement. Et donc, du coup, en fait, si je réussis ma mission entrepreneuriale, bah après, je pourrais me dégager les bénéfices grâce à l'argent de cette boîte, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'associe l'argent à la réussite. Mais mon but premier n'est pas de me sortir un salaire. Tu vois, aujourd'hui, moi, je dépense pas énormément d'argent, en fait. Je dépense même quasiment pas d'argent, en fait. À part, voilà, pour des petits loisirs ou pour des voyages. Mais encore, je voyage pas tant que ça, puisque je consacre vraiment tout au travail, parce que déjà, j'aime travailler, je prends du plaisir, en fait, à travailler. Et comme je travaille pour moi-même et je travaille pour une boîte que je suis en train de créer, en fait, que j'ai créé et que je suis en train de faire évoluer, ben, pour moi, en fait, je vois même pas l'argent personnel, en fait, là-dedans. Je vois uniquement l'argent de la société qui reste dedans et qui fait évoluer la boîte, en fait. Voilà ma vision de l'argent. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas à me dégager de gros bénéfices parce que pour moi, ça servirait à rien. En fait, moi, tant que mes factures, elles sont payées, le reste, en fait, j'en ai pas forcément besoin. Mais je vais utiliser tout l'argent pour faire encore évoluer ma boîte et pourquoi pas en créer d'autres et pourquoi pas investir à droite, à gauche, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plus ce mindset de faire tourner mon argent plutôt que de le prendre pour des bénéfices. Donc, demain, si je réussis, grâce à l'argent que j'ai gagné avec mes boîtes, à faire évoluer ma boîte assez grandement pour pouvoir me dégager énormément de bénéfices pour moi-même, ben là, à ce moment-là, oui, j'aurais certainement réussi et j'aurai une vision de la réussite qui sera différente de celle d'aujourd'hui. Et là, ta vision, elle concerne beaucoup l'entrepreneuriat, parce que c'est ce dont tu parles aussi pas mal, parce que c'est ton activité principale aujourd'hui. Mais est-ce que dans d'autres aspects de ta vie, tu constates une réussite et est-ce qu'elle se définit d'une manière différente et quelle est ton approche par rapport à ça ou ton avis par rapport à ça? Alors oui, aujourd'hui, j'associe énormément la réussite à l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet que j'aime et qui me passionne et qui fait partie des années dans lesquelles je vis aujourd'hui. Donc, c'est une priorité, en fait, dans ma vie, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que aussi, je donne pas énormément de priorité à d'autres aspects de ma vie, tu vois. Mais, par exemple, au niveau familial, j'ai pas de problème. Niveau amoureux, par contre, bah, à ce moment, voilà, même depuis quelques années, j'ai tellement prioriser l'entrepreneuriat que ce n'est pas en fait une priorité dans ma vie, malheureusement, et donc je ne considère pas du tout avoir réussi à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est pas un problème pour moi parce que je pense que je suis dans une période de ma vie où j'ai cette énergie en fait qui me consacre à l'entrepreneuriat, donc j'associe ma réussite du moment à l'entrepreneuriat. Étant donné que tu as dit justement, malheureusement, tu n'as pas justement cet aspect amoureux, est-ce que c'est quelque chose, toi, que dans ton vie, mais que tu n'y consacres pas le temps, ou est-ce que c'est quelque chose que pour toi qui est très futile, pour laquelle tu ne veux pas consacrer le temps? Parce que je reviens sur le malheureusement que tu as dit. Le malheureusement, je le dis parce qu'en fait, je ne consacre pas l'énergie nécessaire, je pense, pour pouvoir y consacrer une priorité. Tu vois. Alors que tu voudrais ou bien sûr que je voudrais, mais je vais pas chercher à rencontrer absolument une personne, tu vois, où je vais pas en donner la priorité. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi ces dernières années, hein, finalement, c'est que comme ça n'était pas une priorité émotionnelle pour moi, en fait, je l'ai négligé et finalement, ça m'a porté préjudice dans mes relations, tu vois. D'accord. Donc, c'est une réalité. Et est-ce que j'en ai souffert? La réponse est oui, tu vois.
Mais voilà, aujourd'hui, je sais pas, parce que souvent l'amour, ça nous tombe dessus comme ça, instantanément, et on s'y attend pas forcément, en fait, tu vois. Donc si ça m'arrive, en fait, je reverrai peut-être mes priorités. Mais pour le moment, voilà, moi j'ai une énergie vraiment entrepreneuriale, et j'y consacre vraiment toute mon énergie, en fait. Et dans les décisions que tu as dû prendre, est-ce qu'il y a des décisions dans lesquelles tu te dis, pour lesquelles tu te dis, bah, en fait, dans d'autres circonstances ou avec du recul, j'aurais pris une autre décision que celle-ci? Ah oui, complètement, parce que ça fait réfléchir finalement, tu vois. Mm. Parce que quand tu tombes amoureux et que ça marche pas, ben, finalement, tu te dis, voilà, il y a forcément quelque chose, en fait, dans l'état d'esprit qui ne fonctionnait pas, en fait, Ouais. finalement. Et quand tu les comprends, bah, moi, je les ai comprises, en fait, après. Et en fait, j'aurais peut-être regretté d'avoir agi comme ça, et je me dis que j'aurais pu agir différemment, en fait, si j'avais appris avant, en fait. Et si tu avais voulu avoir un mode d'emploi pour quelque chose, pour certains aspects de ta vie jusqu'à aujourd'hui, peu importe lesquels, tu réfléchis de ton enfance à aujourd'hui, à tes 33 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Et bah, pour quel aspect tu aurais voulu avoir un mode d'emploi? Ah bah, je dirais l'amour, du coup. Ah Vu ouais. qu'on est, en plus, on est dans ce sujet-là, bah ouais, l'amour, parce que l'amour, c'est une énergie qu'on vit, et en fait, elle est différente pour chacun. Et je pense que c'est une énergie, en fait, qui est tellement immense, en fait. Et en fait, on n'y est pas du tout préparé, je pense. On n'y est pas du tout préparé, et on a énormément de choses à connaître, en fait, pendant qu'on la vit. Donc, ouais, je dirais l'énergie de l'amour. Et si tu te revoyais à un moment où tu en avais besoin, le plus besoin peut-être dans le passé, déjà, si tu regardais ça dans le miroir, tu verrais quel moment et qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Qu'est-ce que toi, le toi d'aujourd'hui, dirais au Steven de ce moment-là? Ouais. Je dirais lors de mes premiers échecs, en fait, lorsque je me suis lancé, en fait, donc à mon compte. À ce moment-là, en fait, j'aurais eu besoin d'un soutien, en fait, infaillible, tu vois. En fait, je pense que ce que nous apporte l'amour, c'est aussi un soutien. Mais quand je parle d'amour, je parle pas uniquement d'une femme ou quoi. Je parle forcément de tout l'amour qu'il peut y avoir autour de moi, amicalement, familialement, etc. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est l'aspect de soutien que peut apporter l'amour, en fait, qui m'a beaucoup manqué lors de mes échecs. Et tu l'as dit aussi, que la manière que tu avais vécu ces premiers échecs, parce que tu n'avais pas réellement connu cet aspect-là de la vie, et dans quel gouffre ça t'a emporté? Parce qu'on l'a abordé que voilà, il y en a certains qui peuvent, ça fait effet boule de neige jusqu'à la dépression, tu peux en sortir comme tu peux ne pas en sortir. Mais toi, dans quelle direction ça t'a apporté? En fait, ça m'a envoyé vers la direction de la dépression, mais sauf que en fait, j'ai été, on m'a relevé, en fait. Enfin, grâce à mon entourage, en fait, je me suis relevé avant de tomber en dépression, si tu veux. D'accord. Et en fait, pendant cette période-là, on m'a rappelé qui j'étais, et ça m'a reboosté, en fait. Mais si j'avais pas eu un bon entourage, je pense que j'aurais pu tomber dans une dépression, parce que j'étais aussi dans une période, on parlait tout à l'heure d'introspection, et quand tu es dans une période d'introspection, à ce moment-là, en fait, le moindre échec peut te faire tomber. Et si j'avais pas les gens que j'avais autour de moi à cette période-là, je pense que j'aurais pu aller vers la dépression. Donc, je dirais la dépression, mais j'y suis pas vraiment tombé. En fait, c'était limite, en fait, je pense. Effectivement, il y a pas mal. Tu as fait énormément d'introspection. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert en toi, quelque chose peut-être que sur lequel tu essaies de travailler, quelque chose peut-être qui n'est pas à la surface, qui te fait le plus peur? Quelque chose où tu te dis, si je change pas ça, c'est quelque chose qui peut devenir vraiment très toxique, ou du moins qui ne va pas te faire évoluer dans le bon sens de celui que toi, tu as envie d'être. Ouais. Je dirais, je reviens encore sur la confiance en soi. D'accord.
je reviens sur la confiance en soi parce que je pense que c'est ça qui me rend en fait inarrêtable. Enfin, quand je dis inarrêtable, c'est-à-dire la confiance en moi, elle m'a permis de rencontrer des gens. La confiance en moi, elle m'a permis de me montrer sur les réseaux sociaux. Ma confiance en moi, elle m'a permis d'aller faire des actions que je n'aurais jamais fait avant. Et en fait, tout ça, je pense que si je n'avais pas travaillé là-dessus, en fait, ben, j'aurais pas pu évoluer, en fait, tu vois. Et en fait, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai mon food truck. Ça fait 6 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais ça fait que 3 ans que vraiment je me sens bien, en fait, dans mon parcours, dans mon entreprise et tout, et dans ce que je représente, si tu veux. Et je dirais même moins de 3 ans, je dirais même 1 an et demi, 2 ans, si tu veux. Et en fait, j'ai travaillé sur cette confiance en moi. Et même, en fait, je ne dis pas que je l'ai acquise à 100%, hein, parce que aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui je fais ce podcast avec toi, je travaille ma confiance en moi. Si je fais mon tour de France des food trucks sur les réseaux sociaux et que je vais interroger des food truckers où je me filme en selfie devant eux, je travaille ma confiance en moi. Parce que moi, à la base, j'aime pas me voir à la caméra, j'aime pas me voir sur Internet, j'aime pas que les gens... J'ai énormément de mal avec le regard des gens, à la base, en fait, tu vois. Et le fait de franchir le pas, de me forcer à le faire, en fait, ça booste ma confiance en moi, tu vois. Et en fait, je la travaille encore, hein, Et peut-être que demain, je ferai des conférences devant 5000 personnes, j'en sais rien, tu vois. Mais si tu veux, pour pouvoir en arriver là, il faut que je passe par des petites réussites. Et pour moi, en fait, tourner ce podcast avec toi, être dans un studio comme ça, et pour moi, ça me fait évoluer parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, du coup, demain, si jamais je suis invité sur un autre podcast, je vais le faire easy. Parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai boosté ma confiance en moi, j'ai appris comment faire. Demain, en fait, j'aurai plus d'interrogations là-dessus, tu vois. Et je le ferai easy. Au début de l'entretien, j'étais légèrement stressé, tu vois. Je me dis comment je passe à la caméra. T'as vu, je t'ai parlé de l'angle et tout. Est-ce que c'est le bon angle et tout, parce que mon image est hyper importante en fait pour moi. Mais sauf que en fait, une fois que ça y est, j'ai passé le truc. En fait, après, c'est bon. Je me dis, ça y est, en fait, on s'en fout de mon image. Enfin, je m'en fous de mon image. Et en fait, voilà, les gens regardent, ils aiment pas, c'est pas grave, en fait. S'ils aiment pas, ils swipe, et puis voilà, fin. Tu vois, c'est fini. Et donc, du coup, en fait, ça travaille ma confiance en moi. Et moi, j'en suis heureux parce qu'aujourd'hui, par exemple, depuis que je suis rentré de mon Tour de France, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a un mois avant que j'y aille, tu vois. J'ai tourné plus de 30 vidéos avec des gens. Et même, en fait, il y a des gens, il y a des food trucks que je suis allé voir. Ils voulaient pas tourner de vidéo avec moi, malgré que leurs food trucks, ils étaient super beaux et tout. J'avais trop envie de tourner une vidéo avec eux, tu vois. Mais eux, ils ne voulaient pas parce que, en fait, ils manquent de confiance en eux, malheureusement. Tu vois. Et bon, moi, je peux pas leur dire comme ça, mais tu sais, ça, c'est le fait que tu n'aies pas confiance en toi qui te fait agir comme ça, tu vois. Je vais pas rentrer dans un travail de mindset avec eux, tu vois. Mais voilà, ça fait partie de ça, en fait. Ils ont pas voulu être filmés parce qu'ils ont pas confiance, ils ont peur de leur image, ils ont pas envie qu'on les voit, voilà, ils se trouvent peut-être pas beaux, pas belles, tu vois ce que je veux dire. Et parfois, c'est dommage, en fait, tu vois, parce que moi, si tu veux, cette année, j'ai eu des déblocages. En fait, c'est les gens autour de moi qui m'ont débloqué. Tu vois, on a rencontré des gens avec l'association Business et Bienveillance, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup apporté, en fait, d'assister à ce genre d'événement parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont débloqué, tu vois. On a fait des interviews avec Jean-Paul. C'était la première fois que je me faisais interviewer. Genre, moi, je me dis, mais pourquoi on veut m'interviewer moi? Mais qu'est-ce que j'ai en plus, tu vois? Mais en fait, quand j'ai vu la vision qu'avait cette personne-là de moi, en fait, je me dis, OK, si lui me voit comme ça, si elle me voit comme ça, aussi Kim, tu vois, qui mettait en valeur mes qualités, en fait, tu vois, pour que je puisse faire l'interview, en fait, tu vois, qui essayait de me convaincre, en fait, de faire l'interview, je me suis dit, bon, OK, allez, je le fais, tu vois, et on a fait le truc, on a fait l'interview, et en fait, à la fin, on me dit, mais t'as été génial, t'as été super, t'as été comme ci, t'as été ceci, t'as été cela, t'es beau, tu passes bien à l'écran, etc., etc. Et en fait, moi, quand j'entends ça,
je me dis, ah ouais, je pensais pas ça de moi, en fait, tu vois. Et en fait, après, finalement, j'ai fait encore une deuxième interview avec lui. Après, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis dans mon food truck, je l'ai posé quelque part dans mon food truck, j'ai laissé tourner pendant 1 heure, pendant tout le service et tout. Je commençais à faire des live TikTok et tout. Et en fait, j'avais même plus peur, en fait, de mon image, en fait, tu vois. Et quand tu as des bonnes critiques, parce que j'ai eu plein de bonnes critiques, j'en ai eu des mauvaises forcément, tu vois, c'est normal, c'est les réseaux sociaux, les gens ils parlent, ils ont que ça à faire, tu vois. Mais j'en ai eu énormément de bonnes aussi, et même les gens autour de moi étaient choqués, et ils m'ont dit de belles choses, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, ça engrange en moi de la confiance, en fait, tu vois, de la confiance. Et aujourd'hui, j'ai aucun mal à accepter, en fait, un podcast avec toi, tu vois. Magnifique. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément, que la confiance vient avec l'expérimentation. C'est-à-dire que tu peux t'auto-persuader, faire de l'auto-persuasion sur t'inquiète pas, tout va bien, tu fais bien les choses, etc., pour prendre confiance en toi. Mais en fait, ces choses-là, si tu ne les fais pas, tu n'as pas matière à faire de l'auto-persuasion. Tu vois. Et c'est, comme tu dis, en fait, c'est en allant vers les gens, en faisant certaines activités, en faisant certains événements, que tu prends les retours, et avec ces retours-là, tu acquiers une certaine confiance en toi. Après, derrière, certains ont besoin de plus travailler que d'autres pour pouvoir avoir cette confiance-là. Mais finalement, la base de la base, c'est la création d'expériences qui te permet finalement d'avoir matière sur quoi travailler pour avoir confiance. Et tu l'as bien résumé là dans ton parcours. Et est-ce qu'il y a eu un moment, un tournant dans ta vie, ou je ne sais pas, un événement qui a fait justement que peut-être que tu aies eu cette perte de confiance, ou cette ablation totalement de la confiance liée à un événement, à une période de ta vie particulière? Oui, ça a été un échec amoureux. D'accord. Ouais, Okay. Ça a été un échec amoureux. En fait, je l'ai globalisé dans toute ma personnalité et tout. Enfin, pas la personnalité, mais alors ça a été un événement amoureux, en fait, qui m'a donné un manque de confiance en moi, si tu veux, même si je l'avais pas forcément avant, mais qui m'a confirmé, en fait, que je n'avais pas confiance en moi, si tu veux. Et en général, les rencontres amoureuses, elles vont te marquer. Tu vois, elles vont te marquer, ce qui est logique, en fait, tu vois, c'est un peu fait pour ça aussi, tu vois, dans la vie. Et c'est ce qui te permet d'évoluer, en fait, tu vois. Et je l'ai pris comme, justement, ce déclic qu'il fallait prendre, ce tournant qu'il fallait prendre, en fait. Et ce déclic, qu'est-ce qu'il a engendré comme machinerie pour toi? Comme je te dis, justement, en fait, le fait d'avoir eu cet échec, ça m'a donné envie de travailler ma confiance en moi, parce que je me suis dit, si j'ai raté, en fait, si j'ai subi cet échec, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi, en fait, dès le début. Et aller chercher justement la solution à cette absence de confiance. Voilà, et en fait, c'est surtout se connaître soi-même et comprendre ses émotions, en fait, et en fait, vraiment se comprendre soi-même pour pouvoir évoluer. Et je pense que c'est aussi bien dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles, que dans le travail avec l'entrepreneuriat, etc. Si on ne se connaît pas bien, en fait, on risque de rater, on risque d'avoir des échecs dans l'entrepreneuriat. Et ça fait partie, en fait, de la confiance en soi. Une fois qu'on se connaît suffisamment, en fait, à ce moment-là, on peut engranger, en fait, une confiance forte en soi qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, en fait. J'ai eu beaucoup de lectures aussi, qui m'ont fait comprendre ça, notamment Brian Tracy avec du coup son livre Confiance en soi. Il y a le livre Objectif. Il y a pas mal de livres, notamment même Napoléon Hill, qui a été vraiment super, en fait, pour moi, pour me lancer, en fait, dans ces introspections, en fait, dans différents domaines de ma vie, et découvrir, en fait, ma personnalité, finalement, tu vois.
J'adore. Effectivement, tu as eu une belle évolution là dans la prise de conscience, dans l'aspect justement se connaître, se rencontrer son soi intérieur et essayer de le Exactement. comprendre et essayer de le faire évoluer. Exactement, c'est très spirituel après, hein, tu vois. Voilà, on va peut-être pas rentrer dans ce sujet parce que voilà, ça c'est très profond en fait, mais c'est vachement spirituel, tu vois. Et l'introspection de toute façon c'est spirituel. Et si tu acceptes de rentrer en introspection, faut savoir que voilà, tu vas ressentir des émotions très négatives parfois, mais très positives aussi parfois, tu vois. Et en fait, il faut faire le juste milieu et comprendre en fait pourquoi tu réagis comme ça, etc. Mais c'est très spirituel, c'est très intérieur en fait, hein, c'est profond. Et aujourd'hui, si tu avais quelque chose, un message à délivrer à une personne qui a pu ressentir toutes ces émotions que tu as pu ressentir, la manière d'être à l'intérieur que tu as pu ressentir, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Alors, je lui dirais en fait, si tu as peur, sache que la peur, ça se dépasse. Sache que la peur, c'est juste en fait un sentiment qui est là uniquement pour te freiner. Et en fait, si on arrive à faire abstraction de la peur, en fait, on se rend compte finalement que tout ce qu'on a fait en fait avant, eh ben, ça ne servait à rien. C'est-à-dire que une fois qu'on a réussi à vaincre la peur, en fait, on n'a plus peur de rien. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ce qui les bloque, et dans tous les domaines de la vie, hein, dans tous les domaines de la vie, ce qui les bloque, c'est la peur. C'est la peur. Et la peur, c'est un sentiment qui est là, en fait, pour nous bloquer. Et c'est quelque chose qui n'est pas réel. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas réel, en fait. Et la peur, c'est une croyance. Donc, tu crois que tu ne peux pas le faire, mais en fait, tu peux le faire. Si tu réussis à vaincre cette peur, en fait, tu vois. Juste, il faut passer à l'action. Une fois que tu es passé à l'action, ça y est, tu as vaincu la peur, en fait. Donc après, tout ce qui arrive après, c'est que du bénéf, c'est que du bonus, en fait. Et donc, je dirais vraiment, je mets ce point final sur la peur. Vraiment, faut vraiment passer au-dessus de la peur. Et une fois qu'on est passé au-dessus et qu'on passe à l'action, après, on devient inarrêtable. Hein. Et en avançant, qu'est-ce que tu aimerais ne jamais oublier dans ton parcours, dans toute cette histoire derrière toi? Mes rencontres. Ouais. Toutes les rencontres que j'ai faites, en fait, j'aimerais ne jamais les oublier parce que, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que toutes les personnes que je rencontre, en fait, ont quelque chose à m'apporter. Tu vois? Et même un mec lambda dans la rue qui va ramasser mon téléphone qui tombe, tu vois, bah, il va me le rendre, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un message. J'ai l'impression qu'il doit me passer un message, tu vois. Donc, s'il va me dire quelque chose, je vais retenir ce qu'il va dire. Et après, je vais réfléchir pourquoi j'ai rencontré ce mec-là, tu vois. Et si, en plus, après, on part dans une discussion avec cette personne-là, tu vois, ben, pour moi, en fait, il y a toujours un message à écouter des personnes qu'on rencontre dans sa vie. Et dans les personnes que tu as rencontrées dans ta vie, est-ce qu'il y a eu, quel serait un des messages pour toi qui t'a marqué et qui est resté gravé et qui a peut-être fait basculer quelque chose? Bah en fait, j'ai pas de message particulier, mais en tout cas, tous les messages dont je me souviens, en fait, ils m'ont permis d'avancer et de trouver des solutions, en fait, pour des problèmes que j'ai pu avoir. Mais par exemple, quand je te parlais de quelqu'un qu'on rencontre, quelqu'un de lambda dans la rue qu'on rencontre, en fait, si on arrive à capter pourquoi on le rencontre et qu'on discute 5 minutes avec lui, en fait, on va capter. Il y a un message qui est passé. Parfois, le message passe, en fait, mais il fait juste passer dans ta tête, en fait. Il rentre par une oreille, il ressort par l'autre. Il ne te fait aucun effet, mais parce que tu n'as pas compris le message, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai pas de message précis que je pourrais sortir, mais en tout cas, depuis peut-être 1 an ou 2, en fait, je fais vraiment attention à toutes les personnes que je rencontre et les discussions qu'on a, en fait, tu vois. Et en fait, on repart un peu dans le spirituel parce que moi, j'en donne une grande place dans ma vie, en fait, et pour moi, les gens qu'on rencontre, en fait, ont forcément quelque chose à t'apporter, tu vois. Donc en fait, quand, par exemple, tu attires une personne, c'est que l'énergie que tu as dégagée a attiré cette personne, tu vois.
là, on part un peu sur un sujet assez profond, mais pour moi, en fait, si tu dégages de mauvaises ondes, tu vas attirer de mauvaises personnes. Si tu attires des ondes positives, tu vas attirer des personnes positives dans ta vie. Et quand tu attires des personnes positives dans ta vie, il faut capter, il faut comprendre, en fait, pourquoi tu les attires et pourquoi ils sont là dans ta vie, en fait, tu vois. Donc, il n'y a pas de message particulier, mais en tout cas, il y a une énergie particulière qui permet d'avancer. Et en parlant justement de ces messages, aujourd'hui, je te dis que ce micro qui est devant toi, il peut diffuser un message qui touche toute la Terre. Quel serait ton message ? Oula. Tu vas me laisser réfléchir 2 petites secondes. Je t'attendais pas à cette question. Non, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt. J'ai le droit de dire aller Paris ou pas ? Juste aller Paris. Tu peux le dire. Ici c'est Paris. Vivez le moment présent. Il faut vivre le moment présent et en fait, on se rend compte quand on vit le moment présent qu'on comprend nos émotions. Et en fait, quand on comprend nos émotions, on avance dans la vie. En fait, on évolue, tout simplement, humainement et spirituellement. Et si tu avais, toi, un message à délivrer à ton toi d'avant, tu lui dirais quoi ? Laisse-toi guider par la vie et n'essaye pas de contrôler ce qui se passe autour de toi et dans ta vie. Et lui, qu'est-ce qu'il te dirait ? Ce Steven, beaucoup plus jeune que toi, à ce moment-là, en te voyant aujourd'hui, il te dirait quoi ? Je pense qu'il me dirait bravo d'avoir changé et bravo d'avoir, surtout non, je dirais pas changé, mais bravo d'avoir évolué et je pense qu'il me souhaiterait bon courage. Steven, on a beaucoup parlé de ton travail, de ta situation d'entrepreneur, de ton statut d'entrepreneur, de ton business aussi, mais aussi de ton aspect humain qui était très touchant, justement cet aspect où tu te dévoiles, tu casses cette carapace-là d'entrepreneur pour qu'on aille voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Ma question, c'est, je t'enlève tout ce qui est ton statut d'entrepreneur. Je t'enlève ton business. Je t'enlève toutes tes activités statutaires. T'es qui ? T'es chaud. Tu t'attendais pas non plus à cette question-là ? Je m'attendais pas du tout à cette question. Alors, je m'attendais pas à cette question, mais en fait, parce qu'aujourd'hui, je me définis beaucoup sur cette période de ma vie par rapport à mon parcours entrepreneurial. Mais si tu m'enlèves tout ça, je pense que je suis une personne très sensible, mais à la fois aussi très dur avec soi-même, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir conscience de mes émotions aujourd'hui, si tu m'enlèves tout ça, je pense que je serais quelqu'un qui serait au milieu de la nature, dans une montagne, au Costa Rica, et qui vivrait en fait juste de la pureté de la vie, quoi, en fait. Tu vois. Merci Steven pour ce moment passé ensemble et pour t'être livré à moi comme ça, à nous, parce qu'on va être plusieurs à entendre ça. Et ce micro, je te propose de le passer à quelqu'un d'autre. N'importe qui. J'essaierai de faire venir ce quelqu'un d'autre ici. Tu le passeras à qui ? On parlait de business et bienveillance, et je le passerai à Kim. D'accord. Du coup, à Kim Burley. Okay. Donc la fondatrice de cette association avec son mari, du coup. Mais voilà, Kim, c'est une personne, franchement, qui est pleine d'énergie. Et je pense que ce serait un bon exemple. Un bon exemple. Je pense que ce serait un bon invité pour ton podcast parce qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi, tu vois. Et voilà, ouais, je pense que je dirais Kim. Ouais, je le passe à Kim. Je vais faire venir Kim ici, si elle le souhaite, évidemment. Kim, t'as intérêt à venir. T'as intérêt à venir, Kim. Hein.
Bah, merci beaucoup en tout cas, Steven. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Bah écoute, moi c'était un plaisir aussi d'assister à cette discussion et franchement, bah merci beaucoup de m'avoir accueilli ici et bah tu vois, j'ai adoré notre échange et voilà. Bah, magnifique, magnifique. On part pour un clap de la fin. Un clap de la Allez, fin. hop.